Dernière table ronde pour essayer de répondre à cette question difficile dans le contexte actuel qui a été caractérisé à plusieurs reprises par un risque de... Alors, personne n'a parlé de disparition des cadres, mais à certains moments, en disant que une fois qu'on avait enlevé le régime spécial de retraite, une fois qu'on a dit que dans beaucoup de cas, des algorithmes, l'intelligence artificielle allait pouvoir résoudre énormément des problèmes qui aujourd'hui sont à la charge des cadres et des managers. Une fois qu'on a dit aussi qu'il y avait un besoin de beaucoup plus d'horizontalité dans les organisations, un besoin de coopération, de sortie du taylorisme, on l'a dit chacun l'a dit de différentes manières, les cadres étant des facilitateurs au mieux, les managers. Notre collègue d'EDF disant dans une réunion stratégique aujourd'hui, on invite des cadres et des non-cadres, il n'y a pas de... C'est pas parce qu'on parle stratégique ou innovation qu'on invite spécialement des cadres. Donc dans tout ce contexte-là, l'idée de cette table ronde, c'est de repenser, essayer de réfléchir à est-ce qu'il y a une utilité, est-ce qu'il y a une fonction qui resterait indispensable aux organisations, pas dans le sens de vouloir absolument protéger un statut ou des personnes, ça peut être un objectif, mais ce n'est pas l'objectif de cette table ronde, mais en revanche, de se demander si les cadres sont une espèce en voie de disparition, et s'ils disparaissaient, est-ce qu'il n'y aurait pas des manques? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses qui ne fonctionneraient plus? Et en contrepartie, comment peut-on définir une valeur ajoutée, une fonction, une valeur ajoutée des cadres dans les organisations? Pour y répondre, il fallait bien 4 personnes, une question si difficile. Et donc François Hubaut, Laurence Théry, Amine Amar et Laurent Berger. Je les représenterai au fur et à mesure quand je vais les interroger, quand ils vont intervenir. Je vais commencer par François Hubaut tout de suite, qui représente à cette table ronde le monde académique dans son entièreté. François est ergonome, enseignant à Paris 1 dans le département ergonomie et écologie humaine. Peut-être qu'il nous dira un mot sur ce qu'est l'écologie humaine après, et cofondateur du laboratoire Atémis, qui a notamment travaillé beaucoup sur l'économie des services. François a écrit un article qui s'appelle « Le travail des managers » il y a 3-4 ans à peu près, et c'est aussi pour ça qu'on l'a invité. Alors, je vais lui passer la parole tout de suite avec une première question et qui illustre aussi le genre de commande impossible qu'on demande normalement aux managers et aux cadres, c'est-à-dire de répondre en quelques minutes à la question de savoir ce qui aujourd'hui, dans les transformations du travail, en général, pas simplement le travail des cadres, dans les transformations du travail, peut avoir un impact sur les besoins qui vont rester, et les besoins récurrents et les besoins restants, j'allais dire, pour le travail des managers, ce qui sera la question d'après. Les premières questions, comment on peut définir en quelques points clés les mutations du travail aujourd'hui? Alors, je pense que la question de fond aujourd'hui dans le travail, c'est lié à l'évolution économique. On vient d'y faire allusion, c'est la dimension du service qui monte. Et dans le service, ce qui se joue, c'est à la fois une très très grande mutation de ce qu'on peut appeler les régimes de prescription, puisque dans le service s'introduit le bénéficiaire comme prescripteur et en même temps comme coproducteur. Ce qui veut dire que l'organisation, qui était classiquement très verticale, qui fait que c'est d'au-dessus que venaient les attentes et l'organisation des moyens, avec, ce faisant pour l'encadrement, une fonction de contrôle essentiellement, pour vérifier que ça se passe comme on avait prévu que ça devait se passer, et quand ça ne se passe pas bien, la question d'une interrogation sur les raisons. Ici, de toute façon, il y a une question neuve, c'est que ça se passe à travers une mise en tension entre ce que le au-dessus demande et ce que le en face demande aussi. Car la commande d'au-dessus, c'est aussi d'écouter en face. Sauf qu'en face va émettre des sons et des sens qui ne sont pas entièrement prévus par au-dessus.
et avec lequel il va falloir composer. Donc cette capacité à écouter ce que en face demande d'une manière qui soit cohérente avec ce que au-dessus aimerait, et tout ceci sous l'arbitrage de celui qui est là au croisement de ces émissions, sait en comprendre et en faire. Et donc avec une capacité précisément autonome, inévitablement autonome, de composer. Et dans cette organisation, ça réinterroge complètement la fonction de l'encadrement, je préférerais dire ça que du cadre, ou du management dans l'affaire, c'est-à-dire quelle qualité de soutien, de support, et non plus seulement de contrôle, puisqu'il n'a pas la possibilité de dire d'avance ce qu'il faut, et de comprendre ce qui se passe, ce qui suppose donc une certaine proximité, une présence, une attention, et donc une disponibilité, donc une professionnalisation, pourrait-on dire, de la capacité subjective à accompagner. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose de assez nouveau dans les organisations. Mais ce qui pourrait nécessiter, si je comprends bien aussi, qu'on travaille et que les managers, le management, ce soit au sein d'équipes permanentes. Cette proximité, cette capacité d'écoute, si est-ce qu'il ne faut pas une proximité alors qu'aujourd'hui, souvent on l'a dit un peu, on est dans des équipes projets, on est ceux qu'on est chargés de manager, entre guillemets, ne sont pas forcément là. Dans les services, il y a le client qui peut intervenir dans l'organisation. Est-ce que tout ça ne complique pas aussi un peu les choses? Ben, oui, certainement. Là, il y a deux choses qu'on pourrait dire. C'est à la fois ça rappelle un des défis fondamentaux du management, c'est d'arriver à faire que les choses se passent sans qu'il soit là. Et donc, s'inquiéter de ce qui se passe alors qu'il n'est pas là, avec en tête qu'idéalement, ça pourrait même ne pas être nécessaire qu'il soit là pour que ça se passe bien. Alors, on sait très bien que c'est ce qu'il espère du reporting, c'est que c'est pas besoin d'y aller, il suffit qu'on me le dise. De la comptabilité, qui normalement remonte dans un autre langage, mais la manière dont la valeur se crée sans avoir besoin de se déplacer, avec simplement d'une manière assez itérative, un doute quand même qui s'insinue que c'est peut-être pas exactement suffisant, d'où périodiquement une remontée de la proximité comme thème récurrent. Ça alterne, hein. Il y a des fois où, au contraire, il faut s'éloigner, on trouve qu'il y a trop de monde partout, et puis après, ça en remet. Donc, on est dans les moments où on en remet un peu, mais c'est sûr qu'on en enlèvera bientôt. C'est une indication que l'organisation est toujours dans la recherche du réglage, qui n'arrive jamais à suffire, et donc on passe par des moments où la sensibilité invite à s'éloigner, d'autres moments où elle invite à s'approcher. Ce qui est sûr, c'est que dans le service, si on s'éloigne, on prend des risques. Parce que précisément, la réalisation de la valeur se fait au plus près de la rencontre avec le bénéficiaire, ne serait-ce que parce que dans le service, qui est tout à fait nouveau, le fait que le bénéficiaire participe à la production de ce qu'il achète indique que l'entreprise a perdu la main sur la totalité de la fonction de production. Et donc, il se joue en dehors de son périmètre de contrôle quelque chose qui est décisif du point de vue de la valeur qu'elle vise. Et ce qui veut dire aussi que c'est pas simplement parce qu'il y a des changements de mode managérial que l'autonomie, par exemple, ou la responsabilité serait requise de gens qui aujourd'hui ne sont pas dans la catégorie, dans la case cadre, parce que face aux clients, ces gens-là, ou dans des situations de travail telles qu'elles sont, il y a effectivement un besoin, une nécessité de réaction autonome, indépendamment de l'autonomie des cadres. Donc, lorsqu'on dit la frontière entre cadre et non-cadre est devenue très poreuse, très floue, c'est aussi parce que le travail a changé. Est-ce que je comprends bien? Oui, mais justement, c'est la raison pour laquelle il faut repenser complètement le périmètre propre de la fonction de management. Alors, on y vient peut-être sur le travail des managers aujourd'hui. Comment on pourrait le définir? Alors moi, puisque j'ai préparé un petit peu ça, parce que c'était le thème, j'ai noté 3 points qui me semblent importants pour souligner cette valeur ajoutée. Le premier, ce serait de dire que sa fonction, c'est de relier les plans. C'est-à-dire c'est un opérateur de cohérence, enfin, ça doit être un opérateur de cohérence. C'est ça la fonction de direction, c'est-à-dire donner du sens, dans à la fois la signification du mot sens, c'est-à-dire de l'orientation,
direction. Donner de sens dans le sens où ça doit donner le moyen que ça ait de la signification. Et enfin, ça passe par la capacité des corps à ressentir, pour éprouver, de façon à ce que, précisément, il y ait une capacité d'agir. Et la fonction des cadres, c'est de relier les plans, le tactique et le stratégique, le local, le global, le client et le marché. Et cette capacité à assurer un minimum de convergence et de convergence, c'est vraiment le défi dans lequel le cadre est mis, parce qu'il a lui-même souvent beaucoup de difficultés à y comprendre quelque chose pour lui-même. Mais il est sollicité par ses collaborateurs du point de vue de la cohérence entre ce que je fais ici et ce que ça fait ailleurs. Alors, typiquement, la question fondamentale, c'est le développement durable. Comment ce qu'on fait maintenant va agir demain sur les autres ou plus loin. Mais le concept de développement durable est à prendre dans un sens qui ne se réduit pas aux enjeux d'environnement. Ce sont tout autant les enjeux de société. Comment ce qu'on fait agresse ou au contraire correspond à ce que la culture, la morale, l'éthique, le vivre ensemble attend comme valeur en jeu dans l'acte productif. Ce réglage, c'est l'enjeu du métier dans le service, c'est l'enjeu du management de s'inquiéter des modalités qui donnent les moyens de le faire. La deuxième chose, je dirais, c'est que le rôle du management, c'est de donner de la respiration. Ça a été dit tout à l'heure par les intervenants, on parlait de filtre. Je pense que plus exactement, il s'agit de donner de l'air. Et le risque, évidemment, c'est que le manager étant lui-même sous la douche, il ait tendance à se retirer pour que ça tombe encore plus vite et plus précisément sur ceux qui sont en dessous. Et son rôle, c'est de retenir ce qui n'a pas besoin de descendre et de ménager à l'endroit où ça se passe la ressource pour le faire. Et donc, il y a une capacité à construire du territoire local, à construire du quotidien, à construire donc de la vie tout simplement dans un dispositif qui a tendance à écraser cette propension, donc donner de la respiration. Ça demande une capacité politique, qui est le rôle peut-être essentiel dans cette fonction. Et ça suppose aussi qu'il est en tête la question de la règle, c'est-à-dire donner de l'institution, donner de la référence, faire en sorte que les personnes ne soient pas les entrepreneurs d'elles-mêmes seulement, n'ayant de compte à rendre soi-disant qu'à elles-mêmes et donc constamment reprochables d'en faire à leur convenance. Il y a besoin de références qui permettent de savoir en quoi c'est bien ou pas bien, normal ou pas normal, et d'une façon qui doit être entretenue. Il y a une veille sur la qualité de l'institution qui est probablement un des rôles politiques les plus sensibles du management. Et le troisième rôle, je dirais que sa fonction, c'est de développer la ressource. Classiquement, le management est comptable du résultat. L'enjeu des organisations d'aujourd'hui, c'est qu'il est comptable aussi de la ressource qu'on lui confie et dont l'enjeu, ce n'est pas seulement qu'il en fasse un usage économe, mais qu'il la développe puisqu'il se fait que les ressources immatérielles ont en tant que particularité par rapport aux ressources matérielles, c'est qu'on peut les augmenter dans l'usage. Toutes les autres, on les consomme. Celles-là, on peut les augmenter. Et ça passe par donc un management de la ressource autour de trois idées, j'en ai terminé. L'une qui a été évoquée, c'est la capacité d'écoute. L'écoute est une compétence. Ce n'est pas simplement une qualité ou une disposition psychologique. C'est un enjeu de métier, l'écoute. Et la capacité d'écoute, elle est entièrement reliée à la capacité d'agir, c'est-à-dire de faire quelque chose de ce qu'on entend. Si on n'est pas capable de faire quelque chose de ce qu'on nous dit, on ne nous dira rien. Donc la capacité d'écoute est indexée sur la capacité d'agir. L'écoute suppose la proximité. C'est-à-dire qu'il faut, pour comprendre, s'approcher. L'objectivité est indexée sur la proximité. C'est important parce que du point de vue paradigmatique, c'est l'inverse de ce qu'on a appris à l'école. Quand on était à l'école, on nous apprenait que pour être objectif, il faut être loin et pas engagé dans ce qui se dit. L'objectivité dans les dispositions sociales, c'est d'être prêt et engagé dans ce qu'on dit. Si on n'y est pas engagé, on ne comprend pas. On sait tout, mais on ne comprend rien. C'est le problème du reporting.
L'objectivité, c'est de s'approcher. Et l'écoute, c'est donc une posture politique et professionnelle capable de se laisser atteindre par ce qui remonte et qu'on est capable d'en être atteint parce qu'on sait quelque chose, on sait quoi en faire. La deuxième disposition, excuse-moi, j'accélère, du développement de la ressource, c'est la question de la coopération. La fonction peut-être primordiale du management maintenant, c'est d'être responsable, comptable du développement de la coopération. Ça, c'est une mutation, parce que les organisations sont à l'aise avec la coordination, c'est-à-dire l'ajustement procédural, le dispositif formel. La coopération, comme c'était évoqué, relève de dynamiques d'autonomie. Et on est ici sur ce qu'on pourrait appeler une aporie ou une injonction paradoxale, comme on voudra, c'est que les entreprises, les organisations deviennent dépendantes d'une dimension qu'elles ne peuvent pas contraindre. Donc la question, c'est comment elles arrivent à obtenir ce qu'elles ne peuvent pas imposer. Et donc on confie au management de se débrouiller de ce machin, qui est d'essayer d'obtenir que les gens veuillent bien sans les y forcer. Alors comme il ne s'agit pas non plus qu'ils veuillent bien n'importe quoi, n'importe où, il faut quand même le contraindre, mais sur le contraint, c'est justement ce qui empêche qu'ils soient autonomes. Ce défi, c'est la responsabilité du management, qui le met évidemment dans une tension personnelle, psychiquement majeure, qui fait qu'il ne s'en sort pas toujours très bien. Et le dernier point, c'est qu'il a un enjeu de définition du management comme un travail. Le management, ce n'est pas simplement l'organisation du travail des autres, c'est un travail lui-même. Dans les bonnes écoles, on présentait classiquement le management comme quelqu'un qui fait faire mais qui ne fait pas. Faire faire, c'est faire quelque chose. Et donc, il s'agit de penser le management comme un travail et de comprendre que ceci est la condition pour que le management comprenne lui-même le travail des autres. Il y a là une résonance, et c'est l'enjeu de l'activité du manager. Avant d'interroger les managers qui sont en activité, en situation de management, est-ce qu'on peut tirer de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, l'impression très globale et en général, les managers ont les moyens de faire ce travail qui vient d'être décrit et qui est effectivement un vrai travail avec beaucoup de complexité, de savoir-faire? Alors, on pourrait dire deux choses contradictoires. D'un côté, ils le font, parce qu'il n'y a pas de management. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, pas assez, et qu'il s'agirait plutôt de le développer que de s'en affranchir, pour le dire comme ça. Et donc, si on a quelque chose dont il faut se libérer, c'est de l'absence de management, justement. Il n'y en a pas assez. Mais quand même, il y en a un peu. Maintenant, est-ce qu'il y en a assez? Non. Donc, non, je pense que la formation, elle est indigente. On ne forme qu'aux outils, alors que le management est une activité. On a la chance en français d'avoir deux mots, la gestion et le management. Ce que je suis en train de dire maintenant, je ne peux pas le faire en anglais, ou alors je fais des périphrases énormes qui évidemment confortent la représentation que les autres ont des Français, c'est-à-dire que c'est très compliqué ce qu'ils racontent. Donc en français, on peut être plus simple, quoique la gestion est un outillage, le management est une activité. Et donc il s'agit bien de penser le management comme un travail, c'est-à-dire une activité avec outils, mais l'activité n'est pas l'outil. Et donc cet espace propre d'une activité, certes sur la base d'un outil, mais qui se détache de l'outil pour être une activité, c'est l'enjeu d'une pensée. C'est la condition d'une théorie, ce que l'on appellerait une doctrine, qui est un enjeu d'élaboration, qui est très très insuffisant, et qui est donc le vrai rendez-vous politique et social dans les organisations. Auquel l'Observatoire des cadres et du management doit contribuer, c'est bien notre mission. On est d'accord. Merci François. Laurence Théry, vous êtes directrice de l'ARACT Hauts-de-France, qui a fait suite à la fusion entre l'ARACT Picardie et que vous dirigiez depuis une dizaine d'années et l'ARACT Nord-Pas-de-Calais. On a déjà quasiment oublié. Vous êtes inspectrice du travail, vous avez travaillé des responsabilités aussi à la DRTEFP Île-de-France, c'est-à-dire donc avant les directs, il y a pas si longtemps, il y a quelques années, mais vous avez fait aussi un passage à la CFDT dans votre parcours et qui a valu notamment un livre qui s'appelle Le travail intenable que vous avez dirigé. Alors, avant de vous interroger sur la question même de votre travail de direction, parce que vous êtes directrice de l'ARACT, j'aimerais que vous nous décriviez, peut-être que vous choisissiez dans les missions
de l'ARACT, il y a peut-être un exemple de mission que vous avez menée en entreprise. Tout à l'heure, c'est les collègues de Danone hein, qui donnaient comme exemple le rôle qu'avait joué l'ANACT, mais les ARACT, c'est identique. Quel rôle vous avez, quel genre de mission dans lequel il y avait, on mettait en question le management dans l'entreprise? Et comment vous pouvez intervenir aussi en tant qu'ARACT pour améliorer les questions de management dans les entreprises dans lesquelles vous intervenez? Et toujours en quelques minutes. D'accord. Donc, peut-être rappeler qu'une ARACT, elle est inscrite sur son territoire local et en même temps, elle appartient au réseau national, ANACT, ARACT. Et que donc, on a dans les projets que nous développons cette inscription dans les projets nationaux et cette demande et cette réponse à des demandes de nos territoires sur les questions du travail. Alors cet exemple, il concerne une intervention que nous avons conduite sur le management dans le secteur des services à la personne, qui est un secteur qui fait l'objet de nombreux travaux depuis des années, qui concentre des problématiques de travail, de prévention des risques de façon très importante. Les risques d'atteinte à la santé sont particulièrement élevés dans ce secteur. Et la demande qui nous a été faite par plusieurs associations, 13 associations de prestataires de services à la personne, donc auprès de publics âgés et handicapés, c'était de travailler sur la façon dont le management dans ces structures peut être un appui, un levier, une ressource pour prévenir les risques professionnels, pour essayer de porter une attention aux questions de santé au travail dans l'activité des intervenantes à domicile. Donc ce projet a duré à peu près 2 ans. On a toujours des temporalités assez longues et a concerné 13 structures qui comprennent à peu près entre 25 et 200 salariés. Le contexte de ces structures est particulier. C'est des structures associatives qui connaissent de fortes contraintes économiques, des resserrements budgétaires importants, une problématique aussi de fidélisation, d'attractivité. C'est un secteur particulièrement difficile. Et dans ce contexte, la préoccupation des directions, c'est de régler finalement le problème majeur, c'est l'absentéisme. L'absentéisme qui est, du point de vue des directions, quelque chose qui fait boule de neige, désorganise le travail, voilà, produit des dysfonctionnements en cascade et épuise à la fois l'encadrement chargé d'organiser le travail des intervenantes à domicile et puis également les intervenantes, puisque ces situations génèrent toujours plus d'atteintes à la santé. Et donc, ce qu'on a proposé à ces entreprises, c'est effectivement une démarche, une action collective qui visait à partir finalement du travail des encadrants en question. En quoi consiste le travail, leur travail au quotidien dans la gestion des plannings, dans l'organisation du travail, etc. Et c'est ça qui est le point de départ qui permet finalement de travailler, de comprendre pour les managers en question, finalement, à partir de leur propre expérience de travail, de comprendre les contraintes aussi dans lesquelles sont les intervenantes. Les intervenantes travaillent au domicile des personnes, donc les managers ne sont pas eux-mêmes présents sur le lieu du travail. C'est une des particularités également. Exactement. Et donc voilà, cette action a été riche d'enseignements. Comme à chaque fois dans les ARACT et à l'ANACT, on capitalise sur une production, on en fait un produit qui va pouvoir inspirer d'autres structures et aussi d'autres secteurs. Parce que ces problématiques, finalement, partir du travail des encadrants pour réfléchir avec eux à quelle compréhension ils pourraient avoir avec leurs équipes du travail des équipes,
c'est quelque chose qu'on met en place, enfin qu'on essaye de rendre opérationnel dans chacun des dispositifs où la question du management est questionnée. Bon voilà, je passe sur les leviers d'action qui ont pu être identifiés, parce que finalement, comme à chaque fois, ils sont modestes. Mais ce qui est important, finalement, c'est ce travail d'analyse avec les intervenantes de ce qui pose problème, et aussi de ce qui est à conserver dans l'organisation. C'est ça, finalement, c'est cet apprentissage de rencontre entre deux métiers qui se voient assez rarement. Le management a une idée des intervenantes à travers la gestion des plannings. Les intervenantes ont une idée du travail de ces encadrants de proximité. C'est appelé des encadrants de proximité d'ailleurs, mais qui sont assez éloignés. Et donc, effectivement, le fait que dans une ARACT, dans le réseau ANACT ARACT plus globalement, on s'interroge sur ces problématiques-là, forcément renvoie aussi à une forme de questionnement sur sa propre Alors, activité. si on en vient à votre propre activité de directrice, parce que finalement, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes qui ne travaillent pas au domicile des personnes pour les services que vous décriviez à l'instant, mais que néanmoins vous devez voir relativement rarement, et qui sont eux-mêmes pratiquement tous des cadres très autonomes, qui sont des experts aussi, qui ont des savoir-faire importants et qui peuvent, je vais le dire par provocation, se mettre un peu à leur compte dans leur activité, parce qu'ils ont leur propre analyse, réflexion, etc. Comment on peut faire ce travail de cadre que décrivait François, c'est-à-dire relier des plans, organiser de la coopération, néanmoins, y compris dans ce contexte qui est un contexte intéressant, celui d'une équipe, une vingtaine de personnes, animées par la même ambition, mais en même temps de gens qui peuvent, voilà, qui sont très autonomes et qu'on ne voit pas qui sont pas, on ne les a pas sans arrêt sous la main. Oui, alors voilà, c'est ça, c'est quel écho le travail que nous développons au service des PME de notre territoire quelle résonance ça peut avoir au sein même de l'activité de l'ARACT et de l'organisation de l'ARACT. Alors, c'est vrai que la majeure partie des salariés sont des cadres autonomes, experts de leur sujet, sur des disciplines voisines, mais pas les mêmes, donc avec des champs disciplinaires hétérogènes, et c'est aussi c'est souhaité dans les recrutements, cette hétérogénéité, mais c'est aussi une difficulté, c'est à la fois une richesse et à la fois un enjeu. Donc des cadres experts de leur domaine, et l'activité requiert ça, hein, requiert cette autonomie et cette expertise. Et une activité, vous l'avez dit, à tendance entre guillemets libérale, c'est-à-dire que chacun peut développer ses propres activités dans le cadre d'un programme commun qui est discuté ensemble, mais là, il peut y avoir voilà, une tendance à cette dispersion, ou en tout cas difficulté à mettre en résonance l'ensemble des projets de chacun, et une vraie difficulté, alors qui peut avoir plusieurs causes, hein, la charge de travail, c'est une cause importante du fait que, en tout cas, c'est ce qui est souvent avancé par les collègues, pour dire que les temps de régulation interprojet, ou les temps de coordination et de coopération sont difficiles même si on les programme, sont difficiles à mettre en œuvre du fait des aléas de l'activité, du fait que on est aussi pris dans des contraintes, dans des contraintes économiques, qui fait que notre fonction de développement, de nouveaux partenariats, voilà, nous prend du temps. Mais pour autant, c'est un défi pour nous que de parvenir à coopérer
que de parvenir à coopérer, pardon, parce que c'est effectivement une des valeurs ajoutées de notre activité. Et la valeur ajoutée de la directrice Oui, dans ce dispositif-là, c'est à ça que je voulais que vous arriviez. Voilà, c'est que... Elle est grande, on en est sûr, mais comment on pourrait la définir? Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que en même temps, je n'ai pas le choix. Cette question de la coopération, c'est pour le moment quelque chose qui est difficile à mettre en place, mais qui est, de mon point de vue, incontournable, tout bonnement parce que ça renvoie à la question de qu'est-ce qui fait efficacité dans notre structure, qu'est-ce qui est efficace, etc. Si on regarde, et je reprendrai une typologie de François Hubault, si on regarde ce qui fait performance dans une ARACT, on ne peut pas évaluer cette performance en simplement comptant le nombre d'interventions en entreprise ou le nombre de livrets, fiches, repères, etc., qu'on produit. Enfin, ce serait très limité. Cette question de la performance, elle rencontre aussi le fait que ce que nous faisons, et François l'a dit, doit aussi nous nourrir en permanence et doit aussi contribuer à faire en sorte que ça ne nous épuise pas et que ça au contraire, nous régénère. Donc la question de notre... c'est en articulant les différents projets, les différentes compétences et en donnant du sens aux projets que nous choisissons de développer ou pas, que nous sommes en capacité de produire des choses qui nous nourrissent, oui, qui nous nourrissent et qui vont nous conduire vers d'autres projets que l'on souhaite rencontrer une utilité sociale, une demande sociale. Et donc comment dire, oui, je disais, je n'ai pas le choix, et en même temps, c'est quelque chose qui aujourd'hui sur lequel je bute. Je peine alors, il y a aussi autre chose, c'est que dans l'activité d'intervenir en entreprise sur ce champ-là, et dans le cadre d'une ARACT, c'est-à-dire dans un cadre paritaire, et ça c'est important, ça nous structure, le fait de tenir dans une intervention à la fois la dimension, le point de vue de la direction et le point de vue des représentants du personnel et des organisations syndicales, c'est quelque chose qui nous tient du point de vue de l'institution, mais aussi du point de vue de nos pratiques. Et faire ce type d'intervention, c'est très difficile, c'est très compliqué, c'est casse-gueule, passez-moi l'expression, et ça nécessiterait de pouvoir discuter des interventions qui sont difficiles, parce qu'elles sont toutes difficiles, des interventions où il arrive des choses qu'on n'a pas prévues, parce qu'il arrive toujours des choses qu'on n'a pas prévues, pour pouvoir finalement consolider nos apprentissages pas à pas, aussi intégrer les nouveaux, parce qu'on recrute aussi. Et donc, les nouveaux ont aussi besoin de cette forme de coopération pour s'appuyer sur les expériences qui ont fait problème, mais qui peuvent, du fait qu'elles sont explicitées collectivement, si on le souhaite, si chacun le souhaite, eh bien, faire ressource pour la prochaine fois, pour les prochaines interventions. Et en tout cas, on comprend que ce travail ne peut pas se faire s'il n'y a pas quelqu'un qui le fait. C'est ce que vous dites et qui le tient. Qui le tient du point de vue de l'organisation, parce que ça nécessite quand même du temps. Donc il faut, dans la planification, même si c'est pas, voilà, on est une petite structure, ça se planifie malgré tout, parce que sinon, ça ne peut pas se loger entre deux projets ou entre deux interventions. Ça se tient aussi du point de vue finalement de pourquoi ça ne se met pas en place, pourquoi c'est difficile de le mettre en place, pourquoi c'est pas facile de le mettre en place, pourquoi on le met en place à un moment donné et puis ça s'effiloche.
etc. Ou pourquoi certains n'y contribuent pas, n'y participent pas. Donc, pourquoi il est éventuellement peu reconnu comme étant un vrai travail par rapport à l'activité des chargés de mission? Oui, comme étant. Pour faire écho à ce que disait François tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est plutôt comme peut-être c'est toujours difficile de dire à ses pairs que là, Oui. on est en difficulté, que là, c'est pas évident. Dans l'intervention sur le secteur à la personne, l'encadrement a eu du mal à s'exprimer. Il a fallu du temps pour que l'ensemble des problèmes auxquels ils étaient confrontés ressurgissent et qu'ils puissent en parler ensemble, même s'ils n'étaient pas dans les mêmes structures, mais au sein d'une structure aussi. Poser sur la table ses propres difficultés dans l'intervention, c'est difficile. J'ai essayé moi-même de les poser, mes propres difficultés dans l'intervention, puisque ça m'arrive d'en faire. Donc c'est aussi, voilà, c'est aussi une façon de mon point de vue, c'était aussi une façon de considérer que la question de la hiérarchie n'était pas du tout convoquée dans cet espace. Que je sois présente ou pas, finalement, je suis présente uniquement quand moi j'ai quelque chose à demander, finalement, en termes d'appui, etc. Bon, voilà. Non, on est bien sur un travail effectivement de management dans lequel la référence à la hiérarchie est très peu présente. Je vais vous poser une dernière question avant d'interroger Amine Amar. Je crois que vous êtes suite aux fusions des régions, les ARACT ont fusionné. C'est le cas pour Hauts-de-France. Et je crois que vous êtes la seule directrice rescapée de ce vaste mouvement. C'est mieux d'être un homme pour diriger une ARACT. C'est ça qu'il faut comprendre ou il y a... Pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout mieux d'être un homme pour diriger une ARAC, c'est que dès qu'il s'agit finalement d'avoir accès entre guillemets à une forme de pouvoir, même si c'est quand même très modeste et très limité, bien voilà, il faut se battre pour conserver sa place. Et que effectivement, dans l'ensemble des fusions d'ARACT, il y avait plusieurs directrices fusionnantes et effectivement, je suis la seule encore au-delà aujourd'hui. Et c'est ce qui m'amène aussi à dire que dans cette, finalement, dans ce contexte aussi où la place des managers étant, du point de vue des fusions, etc., est en réduction. Enfin, il y a un peu moins voilà, de managers du fait de processus de ce type-là, qu'il s'agit aussi, on peut le dire, de garder sa place, hein, de défendre sa place, de garder sa place. Et là, les hommes sont meilleurs, c'est plus efficace. Non, les hommes ne sont pas meilleurs, mais ça nécessite de développer des stratégies, des tactiques, des comportements aussi qui sont en contradiction avec ce qu'au sein d'une ARACT, on a besoin. Hein. Donc on est sur des registres d'action qui sont totalement schizophréniques de ce point de vue-là. Hein. Autant dans une ARACT, on a besoin d'être à l'écoute, d'être en proximité, d'être engagé dans la vie de l'ARACT et de permettre aussi que l'ensemble des individus qui la composent puissent vivre eux-mêmes des aléas sans que ça soit perturbant pour eux-mêmes ou pour le collectif. Et puis d'un autre côté, on a des registres d'action qui sont beaucoup plus offensifs, qui sont beaucoup plus... voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein. Oui. Du registre de la survie. En fait, je crois. En fait, c'était une question tout à fait orientée. Je sais qu'il y a des représentants de l'ANACT dans la salle, et je sais que l'ANACT a son mot à dire sur les nominations des directeurs et directrices d'ARACT. Donc, on trouve tout à fait scandaleux qu'il n'y ait qu'une seule rescapée femme. Bon, pardon. L'égalité homme-femme, c'est un défi dans le management. Ça reste pas seulement sur les questions salariales. Amine Amar, alors on passe dans un autre registre.
vous êtes aujourd'hui inspecteur général de l'éducation nationale et de la recherche. Après un parcours alors assez intéressant et original par certains côtés, puisque vous avez eu différentes responsabilités de direction dans l'administration territoriale, dans la fonction publique territoriale, dans des agglomérations, à Rennes, dans un département. Et puis, vous avez fait l'ENA après un bout de parcours important. Et là, vous êtes entré dans l'administration d'État. Dans la direction, vous avez été DGS d'une université, Rennes 2 en l'occurrence, différentes fonctions, y compris dans des cabinets ministériels, pour aujourd'hui être dans une mission que vous m'avez décrite comme aussi une mission d'accompagnement des responsables des universités, DGS, et président des universités. Ma première question, elle est un peu décalée par rapport à la question de la table ronde sur la valeur ajoutée des cadres. Lorsqu'on a parlé à plusieurs reprises de la désirabilité aussi d'être aujourd'hui, d'assumer des responsabilités, dans la définition même, dans l'identité, avec tous les guillemets qu'on veut, dans l'identité des cadres, pendant très longtemps, on a dit leur parcours, leur carrière, le fait qu'ils aient des responsabilités de plus en plus grandes, c'est une des motivations et ça fait partie vraiment de l'identité d'un cadre, plus que pour d'autres salariés. Alors, je ne dis pas que vous avez un parcours, vous avez un beau parcours, mais ce n'est pas pour le prendre en exemple, c'était plutôt pour vous interroger sur qu'est-ce qu'on trouve de motivant, de gratifiant dans l'idée, effectivement, d'avoir un parcours qui soit avec des responsabilités variées, mais aussi des responsabilités plus grandes. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là à défendre dans la réflexion qu'on a sur les cadres, non pas dans leur valeur ajoutée pour les organisations, mais dans la valeur ajoutée aussi d'un parcours pour eux-mêmes, et donc dans leur motivation à faire un travail qui, par ailleurs, peut être lourd, difficile, etc. Bien, d'abord, merci de cette invitation, parce que s'il y a un intrus parmi nous cinq, je sais lequel est-ce, hein, parce que je ne connais pas grand-chose au management du point de vue théorique, ni du point de vue politique, et je n'ai jamais ni subi, ni fait subir une formation en management à personne. C'est le candide. Hein. C'est le mot subir qui est important, subir une formation, tout le monde a entendu. Il paraît même que c'est un verbe. Et je ne poserai pas les choses en ces termes, c'est-à-dire que pour moi, l'idée de désir ou de carrière, ce sont deux idées assez bizarres du point de vue professionnel. J'ai pas voulu être cadre dans la vie. Je crois qu'on veut pas forcément être cadre. On a un projet, on a quelques ambitions au sens le plus large du terme. Les miennes étaient doubles. La première, c'était très tôt de participer à ma toute petite échelle à la transformation des organisations, parce que c'est quelque chose auquel je crois profondément, à la nécessité de transformer tout le temps les organisations, mais de le faire en essayant de casser le moins de choses possible et surtout en essayant de préserver les uns, les autres et les troisièmes dans les organisations. Donc c'est vraiment de ce souhait-là qui est parti mon projet professionnel, et pas du tout d'une envie de faire carrière. Je dirais même que j'ai le sentiment un peu inverse, c'est-à-dire que si on veut véritablement être un cadre supérieur ou un manager, je suis aussi mal à l'aise que l'intervenant précédent de la DRH d'EDF avec ces mots manager, cadre, etc. Je ne sais pas très bien les situer, mais si on veut exercer des responsabilités importantes, disons les choses comme ça, je crois qu'il faut que la notion de carrière soit une notion qu'on constate a posteriori plutôt qu'on dessine a priori. Je dirais les choses plutôt comme ça. Et si vous voulez exercer des responsabilités importantes, si vous voulez diriger des organisations plus que des femmes et des hommes, vous devez le faire en ayant présent à l'esprit
l'idée que c'est tout sauf un engagement dans la stabilité ou quelque chose de totalement tubulaire, où vous rentreriez à ce stade et puis vous ressortiriez à 62 ans et demi, après 40 et quelques trimestres de cotisation, à l'autre bout du tube. Vous 40, êtes optimiste sur la durée, mais 40 années. On m'aurait menti alors. Voilà. Bon, ben, il me reste plus que 15 ans à faire. Alors, c'est bon. Je suis sur le bon versant. Voilà. Donc, 40 et quelques années. Donc, après 40 et quelques années, et ben maintenant, je vais parler sans notes, hein, parce que j'en ai plus. Voilà. Et ben, vous devez prendre le risque de devoir bouger. Vous devez prendre le risque de pouvoir être viré. Ça m'est arrivé une fois, sorti de Matignon. Voilà, mais ça, c'est quand vous y entrez, vous savez que vous en ressortez. Alors moi, ça a été particulièrement court, 2 mois. Voilà. Jean-Marc Ayrault m'appelle en février et je repars avec lui en mars. J'ai fait un stage. vous n'y êtes pour rien. Hein. C'était collectif. Voilà, hein, mais j'ai beaucoup appris. Voyez. Non, mais blague à part, souvent vous ne vous faites pas virer, mais vous partez quand vous n'êtes plus d'accord, quand vous, etc. Pour moi, c'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose, ce que vous avez évoqué là, j'ai beaucoup appris en 2 mois, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose qui est très gratifiant, cette possibilité petit à petit d'apprendre et d'exercer ce qu'on a appris ou de mettre en œuvre, je ne sais pas comment dire, dans d'autres contextes? Est-ce que vous avez eu le sentiment qu'il y a eu un cumul de savoir, de savoir-faire? Est-ce que vous avez progressé? Est-ce que ça, c'est pas une motivation néanmoins que, à force de dire on passe d'un projet à l'autre, on refait la même chose, on peut perdre? Est-ce que c'est pas important cette histoire? Vous avez vraisemblablement raison, même si je ne saurais pas trouver les mots exacts pour le mesurer ou l'identifier ou le définir, mais l'idée de multiplier les expériences et de manière un peu sédimentaire, à chaque fois d'acquérir quelque chose qui fait, qui vous élève d'une certaine manière, c'est sans doute plus la chance d'un cadre et d'un cadre supérieur que d'autres catégories professionnelles. Ça, très certainement, qui ont vraisemblablement d'autres atouts, d'autres perspectives. Et la source de malaise pour d'autres qui ne parviennent plus à sédimenter, comme vous le disiez à l'instant. Lorsqu'on a discuté pour préparer cette table ronde, vous avez parlé, puis vous venez de le faire un petit peu brièvement aussi, de ce que j'appellerais un style particulier de management autour des mots de co-construction. Et on voit bien dans votre exposé, vous venez de le redire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur, au-delà du mot et du terme, comment ça se met en œuvre? Alors, toujours sur note, hein, puisqu'elles sont par terre. Quand j'ai exercé plusieurs fois, vous l'avez rappelé, des fonctions de direction en général dans des univers un peu différents, 2 collectivités très différentes, une métropole et un département, ça ne se gère pas pareil, et une université, c'est encore autre chose. Voilà. Et à chaque fois, vous avez en commun ce qu'on appelle une réunion des chefs de service, une réunion des directeurs généraux adjoints, enfin bref, un peu l'instance suprême de l'administration. Et à chaque fois que je présidais ces réunions, j'avais toujours la même réflexion. Et celles et ceux qui sont en face, mes collègues, directrice générale adjointe, etc., pouvaient être à ma place et moi à la leur. À partir de ce constat, répété, pas fin, je suis tout sauf un faux modeste, hein, c'est comme ça. Et vous voyez bien que vous n'avez pas inventé le mélange d'eau froide et d'eau chaude, il y a des gens qui l'ont fait avant vous. Voilà. Bon. Et à partir de ce constat, vous dites, j'ai absolument aucun intérêt à jouer les chefs, à diriger de manière très verticale, etc. On est
ensemble, on détient chacun une part de légitimité, une part de technicité, une part d'autorité. Et donc, l'idée du contrat, elle est venue de là assez spontanément. Et dans toutes les organisations où je suis passé, c'est quelque chose que je me suis toujours attaché à essayer de faire, d'avoir cette espèce de coproduction au niveau qui est le nôtre de nos activités. Et je préfère d'ailleurs ça à l'idée très largement répandue de coproduction des politiques publiques. Moi, je considère que quand on est dans des positions qui ont été les miennes, c'est-à-dire un directeur général adjoint, c'est pas moi qui décide des politiques publiques ou qui co-décide des politiques publiques. Il y a des élus qui sont là pour ça, qui le font avec une vision qui est forcément pas la mienne, etc., qui nous sollicitent, qui sollicitent la technostructure pour avoir des éléments d'aide à la décision, etc. Et je préfère que nous consacrions dans notre collectif administratif à mettre en commun les moyens de la mise en œuvre plutôt qu'à rêver de faire à la place d'eux. Voilà un peu la manière dont je conçois et dont j'essaye de mettre en, ou j'essayais, parce que maintenant je suis quasiment un pré-retraité, un inspecteur général, c'est souvent comme ça. Voilà. Mais néanmoins, vous avez un travail d'accompagnement qui n'est pas un travail de contrôle et de prescription auprès des présidents d'université. Est-ce que ce travail d'accompagnement n'est pas aussi quelque part très proche de ce travail-là? Si, alors c'est une des... Et ce qu'il a de différent? Je crois que c'est une des grandes particularités de l'inspection générale à laquelle j'appartiens, l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, c'est de ne pas être une inspection générale très imperium, pour dire les choses simplement. D'abord parce qu'il y a des présidentes et des présidents d'université et que ce sont des femmes et des hommes à qui vous expliquez pas tout à fait la vie. Ils sont assez autonomes en moyenne, ils savent trouver les mots pour vous le faire savoir, vous avez guère de difficulté à le comprendre. Et en plus, ils ont un truc, c'est qu'ils ne sont pas tout à fait idiots. Finalement, travailler avec eux en bonne intelligence, c'est très agréable. On va vite, on comprend, enfin ils comprennent sont souvent d'ailleurs mieux que nous les enjeux, ils les ont identifiés de leur établissement avant qu'on arrive, etc. Donc on est dans cette co-construction-là, mais je la vis à un autre niveau aujourd'hui, je la vis quasiment comme une boîte de consultance interne à l'administration et qui a ce petit avantage, c'est que les présidentes et présidents d'université ne payent pas. Voilà. Oui, mais c'est... Et il y a bien une cohérence avec ce que vous avez appris avant, me semble-t-il, en tout cas. Dernière question. Je ne sais pas d'où vous vient l'inspiration et l'envie d'avoir cette attitude-là de manager, ce style de management. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez que tout le monde adopte? Est-ce que vous avez des recommandations en disant, voilà, le management, ça doit être comme ça? Ou est-ce que c'est plus l'idée que chacun doit trouver son style? Entre les deux, qu'est-ce que... Je suis tenté de vous dire les deux, mon capitaine, mais en fait... Encore une fois, je ne suis pas totalement à l'aise avec la notion de manager et en plus, je dois à la vérité de dire que je ne connais rien au secteur privé. Je vois à peu près le champ public, je vois à peu près ce que peut être un manager dans un champ public, beaucoup moins dans le champ privé. Dans le champ public, et j'en resterai là, je crois qu'il faut qu'on ait très clairement à l'esprit une chose, c'est qu'on est éminemment remplaçables les uns les autres. Personne n'est totalement remplaçable, vous savez. Et on est très remplaçable et pour deux raisons. La première, c'est que la plupart d'entre nous est formé dans très peu d'écoles. Vous avez l'ENA, l'INET, le HESP, hein, en gros. Hein, et puis, heureusement,
vous avez toutes celles et tous ceux qui arrivent par d'autres voies, mais on parlait de plafond de verre tout à l'heure. Je pense qu'il existe bien aussi dans la haute fonction publique, quoi, hein. Il reste encore quelque chose de cet ordre-là. Donc, on est remplaçable de ce fait-là. Et puis, deuxièmement, on est remplaçable parce qu'on est dans des machines qui ont des forces d'inertie qui n'ont rien à voir avec une entreprise. Ça, je le crois vraiment. C'est-à-dire qu'elles supporteraient, à la limite, notre médiocrité. Elle le supporte d'ailleurs, je parle de la mienne. Rien n'est tombé en faillite et pourtant. Voilà. Non, mais plaisanterie mise à part, il y a une inertie du système ou des systèmes publics que ne peut pas supporter la petite ou la moyenne entreprise, voire même la grande. Voilà. Donc le style personnel, adapté à des circonstances, adapté à un périmètre d'entreprise, à un format de production, etc., est sans doute plus prégnant là que dans le secteur public. Et cette inertie redonne finalement plus de place aussi à votre volonté, à votre dynamisme, autonomie, puisque dans cette inertie-là, une volonté, une inspiration, un désir de faire, des convictions vont trouver leur place en dehors de toutes les écoles de management, puisque vous nous avez rappelé que vous n'aviez suivi aucune école de management. J'en sais rien, hein, mais vous avez raison. Moi j'ai toujours été étonné par la liberté dont nous pouvions disposer dans nos univers publics, qui est réel pour peu, et je reboucle sur mon propos initial et j'en terminerai là, pour peu qu'on accepte, quand ça ne marche pas, eh ben, de faire un pas de côté et de le reconnaître, hein, et de faire un pas de côté et de ne pas être dans la poursuite toujours infinie du grade d'au-dessus ou du poste d'au-dessus. Voilà. Ok, merci beaucoup de vos précisions. Et on a découvert qu'au sein de l'Éducation nationale, il y avait donc des consultants rémunérés, mais pas par ceux qui le conseillent. Laurent Berger, je n'ai pas à vous présenter, je pense, dans cette salle. Vous avez eu aussi un parcours ascensionnel au sein de la CFDT, mais tout le monde le connaît. Je veux juste rappeler que vous avez exercé d'autres activités néanmoins avant, d'enseignant, et également, parce que je vous ai entendu en parler assez récemment, dans une entreprise d'insertion en tant que conseiller d'insertion professionnelle, donc sur une activité aussi où on retrouve des similitudes certainement avec des choses qui ont été dites sur le travail d'accompagnement des managers. Pour poursuivre la table ronde, et parce que vous êtes secrétaire général d'une confédération et non pas d'un syndicat catégoriel de cadres, il me semble, j'avais envie que vous parliez aussi au nom de ceux qui ne sont pas cadres. Et les managers, les cas, on peut être bien entre nous et se parler entre nous et se raconter à la fois nos mérites et nos difficultés. Mais c'est intéressant, je pense aussi que vous puissiez restituer auprès de managers la parole d'autres salariés. Content ou pas content, c'est pas. Est-ce qu'il y a des besoins, des souhaits, satisfaits ou pas, qui seraient intéressants que les cadres qui sont dans la salle entendent? Bonjour, oui, pour répondre à votre question, je partirai des résultats de l'enquête Parlons Travail. Alors, cette grande enquête lancée par la CFDT auprès de 200 000 personnes, elle avait des réponses spécifiques cadres aussi, que vous retrouvez d'ailleurs dans l'argumentaire que l'on a réalisé concernant la négociation cadre actuelle. Mais ce que vous me demandez, c'est de vous dire comment, en fait, les cadres sont vus par ceux qu'ils encadrent. Donc, je vais vous le faire. Je suis désolé, ça ne va pas être très populaire. Non, parce que, en fait, mais je le dis en rigolant, mais en fait, ça dit en creux ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur les attentes, les aspirations aussi des cadres. Une grande majorité des salariés interrogés, 62% exactement, disent que ne pas avoir de manager, de cadre, ne changerait pas grand-chose pour eux. Ils sont près de la moitié à dire
ou même un peu plus de la moitié, à dire qu'ils ne peuvent pas vraiment compter sur l'aide, c'est le mot important dans cet item, l'aide de leurs supérieurs. Et ils sont 74% à dire qu'ils voudraient plus d'autonomie, plutôt plus d'autonomie que plus d'encadrement. Et en fait, ça dit quoi? Ça dit en creux ce que sont les aspirations des cadres aussi, à moins encadrer et davantage aider à la coopération, à la transversalité, à l'accompagnement des salariés. Et donc, je crois qu'il ne faut pas voir ça comme une attaque anti-cadre, évidemment. Il faut davantage corréler ça à un autre élément de l'enquête qui dit que 72% des salariés aspirent à avoir davantage de poids sur les décisions qui les concernent et à avoir davantage de prise sur la stratégie mise en œuvre dans leur travail et dans l'entreprise. Et donc, finalement, un désir d'autonomie, de coopération, presque de démocratisation de l'entreprise et du travail, beaucoup plus forte ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça nous a servi à faire des propositions dans le cadre des débats sur la gouvernance de l'entreprise, sur la finalité de l'entreprise, qui sont, vous le savez, totalement d'actualité avec la loi Pacte en préparation. Mais ça nous aide aussi à dire que les processus managériaux doivent être revus en profondeur, qu'il y a une profonde aspiration et des cadres, je crois que c'est dit depuis tout à l'heure dans cette salle, mais aussi des salariés dans leur ensemble. Et c'est ça qui me semble important à relever. On reviendra sur la question de la gouvernance et du rôle des cadres dans les nouveaux dispositifs de gouvernance avec la loi Pacte. Mais auparavant, alors là, on revient sur le travail des cadres cette fois. Et parce que beaucoup d'enquêtes le disent, hein, les salariés trouvent que c'est difficile d'avoir l'écoute. Les cadres peuvent dire, nous, notre travail, c'est d'écouter. Et puis les salariés dire effectivement, ben, on n'a pas le soutien lorsqu'on a des difficultés, lorsqu'il y a des conflits, etc. Et bien là, les cadres sont un peu absents. Comment on peut analyser ça? Est-ce que c'est parce que la distance hiérarchique fait que les cadres considèrent que tout ça, ce n'est pas de leur rôle, de leur objet? Ou est-ce qu'il n'y a pas aussi des vraies difficultés, un manque de ressources, pour reprendre l'expression de François Hubot tout à l'heure, qui empêcherait le travail aux cadres de faire leur travail comme ils le souhaitent? Et pour juste préciser la question, est-ce que là, du coup, on parle des cadres, des managers en général? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence à faire entre des cadres qui sont plus sur le terrain, plus proches de l'opérationnel, et des cadres qui sont plus dans des élaborations stratégiques? Est-ce que les choses sont à ce moment-là identiques? D'abord, petite incise, parler des cadres, c'est finalement totalement restrictif parce que il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs façons de l'exercer, etc. Donc, il faut qu'on se le dise parce qu'autrement, on donne le sentiment qu'il y aurait un public homogène et c'est évidemment pas le cas. Moi, je crois qu'on ne peut pas faire reposer sur les cadres ce souci cette aspiration à mettre fin à la verticalité des organisations. Ce ne sont pas les seuls responsables. Ils sont une part des responsables, enfin en tout cas responsables pas au sens c'est de leur faute, mais au sens ils peuvent contribuer à mettre fin à cette verticalité qui est absolument, d'après les aspirations des travailleurs et de notre enquête, mais ce qu'on constate tous les jours sur le terrain, c'est quelque chose de très très profond en termes d'attente. Et donc ça veut dire qu'il convient d'être moins dans le contrôle, moins dans l'évaluation et plus, ça a été dit tout de suite, dans l'accompagnement et dans une forme de coopération et même d'horizontalité dans laquelle la fonction cadre ne disparaît pas, mais trouve une autre raison d'être que ce qu'elle était précédemment. Mais ça fonctionnera pas simplement en replaçant le travail des cadres dans une organisation du travail qui continuerait d'être verticale. Ça ne fonctionnera pas. Ou alors, ils seront soumis à d'autres types d'injonctions contradictoires que celles qu'ils ont aujourd'hui, mais ça restera des injonctions contradictoires qui procurera du mal-être et de la perte de sens, ou en tout cas de l'absence de sens. Et donc, je crois que si on veut être, le premier point, c'est si on veut être dans une évolution du rôle des cadres aujourd'hui dans l'entreprise, il faut repenser l'organisation de l'entreprise et la finalité de l'entreprise, mais également le pouvoir dans l'entreprise pour qu'il soit beaucoup moins vertical
qu'il ne l'est aujourd'hui, parce qu'autrement, les cadres, et ils existent, ces cadres, y compris dans le privé, tels que vous le décrivez, ils existent évidemment. Ce n'est pas ceux qui ont compris que c'est la coopération, c'est l'écoute, c'est l'accompagnement, c'est la reconnaissance et la valorisation des compétences mises en avant, c'est la capacité d'organisation et d'animation. C'est ça qui va compter demain encore plus. Mais ça existe déjà. Le seul truc, c'est que ceux qui le font sont presque distingués parce que ce n'est pas ce à quoi ils sont invités par les entreprises. Et donc, je crois que la fonction de coopération et de mutualisation, elle ne peut avoir lieu que si on considère autrement l'organisation de l'entreprise. Parce qu'autrement, ça fait reposer sur eux une responsabilité très forte. Mais si on y arrive, si on arrive à considérer que le travail doit être de retrouver une place centrale dans l'entreprise, sortir de son invisibilité, et petit à petit, j'espère qu'on va y arriver. Je crois que le rôle des cadres est irremplaçable dans ces cas-là pour avoir un rôle de dynamisation, de favoriser les synergies, les coopérations, d'identifier les difficultés, de trouver les moyens de les résoudre, de permettre à chacun de bien faire son travail. Et on a quelques expériences aujourd'hui où l'encadrement, quand on a travaillé sur des espaces de parole, sur la façon dont, pour les travailleurs de coopérer davantage dans un certain nombre d'entreprises à travers des accords qualité de vie au travail, ça ne fait pas disparaître le rôle du cadre. Ça le fait totalement, alors là, pour le coup, faire un pas de côté. Et souvent, quand on va dans un certain nombre d'entreprises qui sont rentrées dans ce processus, souvent les cadres en ont récupéré du bien-être au travail largement équivalent, voire plus, aux salariés qu'ils ont sous leur responsabilité. Et donc, je crois qu'il faut aller vers ça. Je crois qu'il y a une profonde aspiration, finalement, de l'ensemble de la communauté de travail dans les entreprises, et y compris sans doute dans les administrations. Ensuite, effectivement, il y a les cadres qui encadrent, qui sont en position de management, mais il y a aussi ceux qui sont experts et qui méritent d'être reconnus à part entière. Et la CFDT, dans le cadre des négociations qui sont en cours, veut aussi les reconnaître en tant que tels à travers 3 critères qui sont l'autonomie, la responsabilité, les compétences, parce qu'aujourd'hui, ils sont insuffisamment reconnus à travers ces critères. D'autant plus que dans un certain nombre, certaines enquêtes ou contacts directs montrent que face aux difficultés que vous évoquiez, d'être un bon manager comme on le souhaiterait, parce que ça dépend aussi de toute l'organisation, des cadres, je vais prendre ce mot-là, se réfugient, entre parenthèses, dans des fonctions d'experts pour ne pas avoir à manager. Ils deviennent des super spécialistes d'un sujet ou d'un autre en refusant d'assumer aussi tout ce travail, considérant qu'ils n'ont peut-être pas les moyens, parce que ce n'est pas que des moyens individuels, effectivement, c'est toute l'organisation qui est mise en cause. Donc le travail d'expert, c'est à la fois reconnaître le travail de ceux qui sont vraiment experts, c'est aussi reconnaître que en donnant plus de possibilités managériales, le travail d'expert peut être conduit de différentes manières aussi. Et il peut être conduit aussi beaucoup plus dans la co-construction que dans l'isolement au sein de services très spécialisés de laboratoires. Il y a cette question-là. Oui, pardon, mais c'était pas. Vous savez, il y a aussi le fait que pour un certain nombre de cadres, se réfugier, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas aller vers un travail davantage d'expert que de management, c'est aussi s'exposer moins durement à des problématiques d'ordre éthique. Parce qu'il y a une forme de souffrance dans les injonctions qui peuvent être celles d'une direction sur la question du management, qui peut exister quand on est expert en son domaine, mais qui souvent, on le sait, beaucoup des questions éthiques qui sont posées parfois sont des questions de l'ordre de l'humain en termes de management, enfin en termes de management, quoi. Et donc, je pense qu'on le voit, y compris chez des jeunes lorsqu'on va, et ça m'arrive dans des écoles où on forme des futurs cadres. Quand on discute après ou même pendant les débats avec les jeunes, beaucoup d'entre eux tendent à prioriser la fonction d'expertise davantage que la fonction de manager, mais pour une raison simple, c'est que entre le marteau et l'enclume, ça peut faire mal, quoi.
Alors que traditionnellement, diriger une équipe était plus valorisé que d'être le super spécialiste. Mais il y a bien là un signe qui indique la difficulté à exercer les fonctions de management telles que vous les avez décrites. Absence de sens. Moi, je crois qu'il y a une aspiration, on le sait, de tout le monde, mais particulièrement des jeunes générations au niveau du travail, à aller vers du sens et de la fierté à réaliser leurs fonctions. Et sans doute que sur la fonction managériale, il faut qu'on réinvente du sens. Dernière question, encore un peu pour compléter ce vaste panorama que nous venons de faire. Effectivement, il y a des projets de réforme de la loi et de la gouvernance des entreprises avec l'objet social de l'entreprise dans le code civil, la loi Pacte. Ça fait suite aussi à des modifications des instances représentatives du personnel au sein des entreprises et un dialogue social, une modification dans le dialogue social au sein des entreprises. Donc ma question, puisque vous êtes là aussi, en tant que secrétaire général de la CFDT, c'est comment, au sein des entreprises, le dialogue social, la représentation des salariés, y compris au sein des conseils d'administration, mais à tous les niveaux de l'entreprise, y compris par les organisations syndicales ou les élus, les salariés, comment ça s'articule avec ce que je vais appeler là la ligne hiérarchique. Quelle est la place des cadres dans cette chose-là? On parlait d'espace de dialogue, et on sait que c'est toujours une question qui est posée à ce moment-là. Est-ce que les cadres sont dedans, pas là? Est-ce que les gens qui sont aussi élus du personnel ont un rôle particulier? Et mon sentiment, mais vous allez répondre, c'est que ça ne se joue pas simplement au sein du conseil d'administration, mais ça se joue y compris sur le lieu de travail, au plus proche de l'activité elle-même. Oui, là-dessus, la CFDT, quand elle part d'une codétermination à la française, elle dit que c'est à la fois une représentation accrue du travail et des représentants des travailleurs dans la gouvernance de l'entreprise, et de l'autre côté, un dialogue social qui part du réel du travail, beaucoup plus fort, beaucoup plus affirmé pour remettre la question du travail prioritaire dans un certain nombre de choix, qu'ils soient liés à des choix économiques, mais aussi des choix managériaux, etc. Moi, vous savez, je crois que c'est assez simple de répondre à la question. En gros, si on redonne de l'espace au cadre sur le travail, sur les logiques coopératives, est-ce que ça ne fait pas concurrence avec les représentants du personnel? Non. Non, clairement non. Les cadres, ils sont là pour, malgré tout, leur légitimité, c'est d'organiser un cadre de travail, de faire converger des compétences, d'être utile à leur employeur pour que le processus de production soit le plus, quel qu'il soit le plus efficace, qui soit efficace, s'entendant pas simplement en termes d'efficacité économique, mais en termes d'efficacité globale. Le rôle des représentants des salariés, c'est de reconnaître, c'est les représentants des travailleurs, parce qu'on reconnaît que les intérêts dans une entreprise sont forcément contradictoires entre l'employeur et les travailleurs. Ils ne sont pas contradictoires en tout, mais le conflit de logique demeure dans l'entreprise, demeure dans le lieu de travail, et que ce conflit de logique, il ne peut s'opérer que parce qu'on crée les conditions de la confrontation de ces logiques. Et ça, c'est le rôle des représentants du personnel, les instances représentatives du personnel. Et donc, ça ne fait pas du tout concurrence entre la ligne managériale et la ligne hiérarchique et la représentation du personnel. Par contre, ils peuvent se nourrir mutuellement. Ils peuvent se nourrir mutuellement, et c'est tout l'intérêt pour nous d'ailleurs d'avoir dans les équipes syndicales des représentants aussi de cette ligne managériale, qui, y compris d'ailleurs, portent les revendications des cadres spécifiques. Mais je ne crois pas que, vous savez, moi, c'est cette fameuse phrase que prononcent régulièrement un certain nombre de représentants patronaux en disant « mais nous, du dialogue social, on en fait tous les jours. On est à côté de nos gars, on boit le café, parfois le blanc avec, et puis tout va bien, on fait du dialogue social. » Non, non. Ça ne veut pas dire. Et quand on leur dit « mais non, ce n'est pas du dialogue social », parfois on a presque certains d'entre eux, ceux qui sont sincères, on a presque l'impression de les brusquer. Parce qu'ils se disent « mais moi je suis sympa. » Oui, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Le dialogue social, c'est la reconnaissance qu'il y a des intérêts contradictoires, et que ces intérêts contradictoires doivent se confronter intelligemment pour essayer de faire émerger le compromis. Et donc,
je crois qu'il il faut pas oublier ça. Et ça, c'est vrai du conseil d'administration au retour d'expérience, au plus proche du travail, aux espaces de dialogue, quel que soit le terme utilisé. Vous savez, je crois que- moi j'aspire à ce que les travailleurs, ils nous disent deux choses dans l'enquête, qu'on savait déjà, mais qui a été très fort. Ils aspirent à ce qu'on prenne davantage en compte leur réalité de travail. Ça se passe dans ce conflit, cette confrontation entre le capital et le travail, d'une certaine manière. Ça se passe sur les lieux de travail pour améliorer concrètement leur situation au sens très large du terme. Et puis, ils nous disent aussi, on veut participer davantage aux choix stratégiques qui nous concernent. Et donc, ça veut dire que ça, c'est dans l'échelon de la gouvernance des entreprises. Et moi, je crois que c'est les deux qui prennent sens. Et quand je dis les deux, c'est presque les trois, c'est-à-dire cette capacité à organiser des espaces de parole pour les salariés sur leur réalité de travail, y compris en dehors de tout cercle syndical. Et ça a été l'objet d'un débat assez dur au congrès de Tours en 2010 sur le sujet. Et moi, j'ai tenu, en portant cette résolution, que les travailleurs aient la capacité de parler sur leur travail en dehors, y compris de toute organisation syndicale, mais que ce soit organisé pour le faire. La capacité des organisations syndicales se donne de représenter les travailleurs dans leurs aspirations sur leur travail, sur l'emploi et les autres éléments. Et puis, la question de la participation à la gouvernance des entreprises. Et je crois qu'il faut sortir de cette vision où, en gros, on ferait un bon dialogue social et ça voudrait dire qu'on partage le pouvoir, non pas seulement, mais si on avance sur la gouvernance des entreprises, ça ne voudra pas dire qu'on partage totalement le pouvoir non plus. C'est à tous les niveaux qu'il faut le faire. Merci. Par dire qu'il Oui. faudrait qu'il retourne, puisqu'il a dit qu'il fallait que les politiques s'occupent de politique et que ce ne soit pas la technostructure qui s'en occupe, je lui propose de retourner à Matignon, il y a besoin en ce moment. Ils veulent pas de moi. Ils veulent pas Non. Non, on va essayer quand même, Minamar, vous allez voir. Parce que 2 mois, c'est trop court quand même. Ok, on a un petit peu de temps pour des questions. On a dit beaucoup de choses, mais il y a un cocktail après, donc aucune raison de se précipiter pour partir. Le cocktail est là il est prêt. Bon, je sais néanmoins que la journée, l'après-midi en tout cas, et la journée a été longue. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Là-bas. Est-ce que quelqu'un passe le micro? Parce que tout à l'heure, j'étais en bas pour le passer, mais là, je ne peux pas faire les deux. Il faudrait que quelqu'un... Oui, sinon, on va avoir du mal à vous entendre. Présentez-vous en un mot. Oui, bon. Vous m'entendez là, ça va? Oui. Oui, Oui. Jean Besançon, directeur de l'Université ouverte des compétences, et alors très très gêné d'arracher le micro à Laurent Berger pour poser une question. Je ne travaille pas à Matignon. Voilà. Bon. Ma question est d'abord vers François Hubot. Elle va être un peu taquine, pas pour François Hubot, mais je préviens tout de suite pour Amin Amar. Je trouve que je remercie beaucoup François d'avoir essayé de répondre à la question du colloque. Quelle est la valeur ajoutée du travail des cadres? Et il nous a parlé du travail, et en disant que le management, c'est un travail, ce n'est pas juste une disposition. Et il a cité 3 fonctions très importantes de ce que devrait être le travail des cadres. Et comme il n'est pas fait, souvent, ou des entreprises n'ont pas envie que ça se passe, ça peut expliquer ce qu'on a entendu dans l'excellente enquête qu'a rappelé Laurent Berger. Moi, ce qui m'a frappé en écoutant Amin Amar, c'est qu'on est dans le monde public, il l'a très bien dit, et dans le monde public, la question du management, c'est presque un gros mot. D'ailleurs, vous l'avez dit, c'est un mot que vous ne comprenez pas, que vous n'utilisez pas, mais les choses se règlent presque toutes seules. Et vous avez dit d'ailleurs un mot que j'ai trouvé extraordinaire, et vraiment, je vous remercie de l'avoir dit. Moi, finalement, je pense que j'ai plutôt dirigé des institutions plutôt que des hommes. Ça, c'est une phrase qui m'a particulièrement frappé et sur laquelle je voudrais que François, si c'était possible, vous interroge.
C'est-à-dire que dans le monde public, on a l'impression que la figure du chef, dont parlait Robert Damien, qui est un philosophe que je crois que beaucoup d'entre vous connaissent et qui malheureusement a disparu il n'y a pas longtemps, qui s'intéressait, mais au fait, c'est quoi le boulot du chef? Ben, dans le monde public, on a l'impression que cette question du travail du chef sur les hommes, c'est quoi la valeur ajoutée de ce travail? C'est une question qui ne se pose pas parce que tout est réglé par la place et que les places peuvent être, et les personnes dans les places peuvent être interchangeables. Alors, il y a un petit souci sur la qualité au bout du résultat. Vous êtes inspecteur général de l'éducation nationale. Nous savons tous ici qu'un enfant sur 5, en fin de CM2, sait à peine lire ou écrire. Vous savez, chez Danone, qu'on achète 5 yaourts, il n'y en a rien d'avarié, on dirait quelque chose. Enfin, il se passerait quelque chose chez Danone. Mais à l'éducation nationale, non, il ne se passe rien. Donc, la question qui m'intéresse, c'est est-ce que, peut-être que François Hubot pourrait vous poser la question mieux que moi, est-ce qu'il y aurait des manières de diriger au sein du monde public qui pourraient peut-être utilement s'inspirer des travaux des gens qui réfléchissent sur, mais au fait, c'est quoi le travail de diriger, de manager, de faire travailler ensemble des hommes et des femmes pour réussir à une œuvre, comme disait Ariane Mouchkine à l'Université ouverte des compétences, qui nous a un peu bluffé sur le sujet, parce que aussi, diriger une troupe comme le Théâtre du Soleil, bah, c'est un travail. Voilà. Alors la question est posée à François Hubot. Je vais essayer de lui passer la parole, mais je pense qu'il faut prévoir un droit de réponse pour Amin Amar, malgré tout. Non, elle était posée à Amin Amar, à ma place, mais donc je le fais volontiers. Moi, je voudrais juste dire une chose. Donc je trouve que la question, et c'est à vous évidemment de répondre ce que vous avez en tête d'y dire. Comment, dans le service public, voilà, il se joue quelque chose, je trouve, d'absolument fascinant, parce que ils sont le service public est dans une position, je dirais, pilote, une position d'avant-garde, une position de pointe. C'est contre-intuitif parce que tout le monde lui raconte que c'est l'inverse, mais il a à conjuguer la dimension d'un service, mais à la différence du service, j'allais dire, commercial, qui est piloté par une accessibilité, par la capacité à payer. Donc le service au sens privé est piloté par une accessibilité monétaire qui éloigne ceux qui ne peuvent pas payer, moyennant quoi ceux qui peuvent payer, on les écoute sous la condition de cette accessibilité. Le service public est censé répondre à tout le monde, c'est-à-dire en dehors d'un filtre monétaire, théoriquement, mais on va admettre cette condition. À tout le monde. Avec cette singularité d'aujourd'hui, à tout le monde singulièrement. Jusqu'il n'y a pas longtemps, c'était à tout le monde pareil. Autrement dit, on avait un service qui pouvait être parfaitement compatible avec une organisation très industrialiste, très taylorienne de fait. Ça passait par Fayol, mais ça revient à Taylor, c'est à peu près la même histoire, c'est-à-dire par des procédures, des standards. Et tout le monde avait droit aux standards. Aujourd'hui, l'idée d'un service public moderne qui arrive un peu artificiellement à travers la métaphore du client, ce qui ne manque pas évidemment d'être un peu ambigu, parce que le client, lui, il paye. Justement, normalement, il n'est pas censé payer, mais il est client au sens où il serait singulier. Donc, c'est tout le monde a le droit à une réponse personnalisée. Ça, c'est quand même la quadrature du cercle, parce que faire à tout le monde d'une manière singulière, sans le filtre monétaire, et au moment où, en même temps, on ferme les robinets. Donc là, on est quand même sur une configuration théorique qui est vraiment de très, très haut niveau. Il n'y a aucune boîte qui sait faire ça. Aucune. Qui sait faire à tout le monde singulièrement, avec des budgets qui descendent, ça n'existe pas. Or, c'est ce qu'on lui demande. Donc, on voit bien que là, il y a une condition managériale incroyablement inédite. Et les managers, dans le public, il y en a plein. Ils ne sont pas repérés comme tels. Ils ont un certain rapport ambigu avec le mot, parce que ça sonne privé. Mais ils ont à faire quelque chose que dans le privé, on ne sait pas faire, qu'eux-mêmes ont quand même un peu de mal à faire, il faut reconnaître, et dans une organisation qui ne les aide pas beaucoup. Si vous mettez ça en plus dans le fait que pour un certain nombre de ces services publics, ils sont confrontés à des demandes qui sont incroyablement diverses, parce que c'est une chose d'aller à la poste pour acheter des tables, je fais un peu court, c'est une autre d'aller dans un hôpital avec une possibilité de pathologie incroyable, d'aller dans des services sociaux avec une diversité des parcours. Donc c'est
à chacun différemment, mais à tout le monde, dans une panoplie de situations qui est absolument dingue, et tout ceci, théoriquement, sans filtre. Je dis que là, on a des situations d'activités de travail managériales qui sont absolument, je veux dire, de pointe, et où on a une responsabilité d'intervention, de soutien décisive dans quels que soient les rôles que nous avons. Maintenant, je voudrais dire une chose, et ça renvoie un peu à ce que M. Amar disait. Il y a quand même une condition qui est propre au public jusqu'ici, c'est qu'il n'est pas sous la dictature jusqu'ici d'une réduction des effectifs. Alors, c'est un peu à marge qu'on peut le dire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas virer. Alors, ça crée une condition qui est une liberté possible. Vous témoignez, vous, de ce que dans ce dispositif-là, si on veut, on peut tenter des choses. Je crois qu'effectivement, là, on doit quand même dire qu'il y a une responsabilité des acteurs du public, et notamment du management, de tenter des choses, puisque en réalité, ils ne risquent rien. Ce que dans le privé, on tenterait avec beaucoup plus de risques, dans le public, on peut le tenter avec des risques, on va dire, beaucoup plus faibles. Et on peut craindre que ce ne soit pas justement tenté autant qu'il faudrait, que peut-être syndicalement, ça pourrait être un peu plus présent, l'incitation à le faire, de tenter des choses qui, de mon point de vue, est la condition d'ailleurs de survie du service public tout court. C'est-à-dire d'amener la possibilité de la démonstration, d'y tenter des choses que dans le privé on ne tenterait pas parce qu'on serait là sous le risque d'une sanction économique très rapide. Si on perd ça, le public risque de perdre ce qui peut être sa capacité de laboratoire politique et social, qu'il de fait, on a tendance à avoir un peu perdu. Vous voulez ajouter quelque chose, Amin Amar, où la défense du service public a été telle que... Juste un mot pour illustrer votre point terminal, c'est la recherche. La recherche publique, je parle d'un monde que vous connaissez évidemment bien mieux que moi. La mise sous appel d'offres d'une part de plus en plus importante de la recherche publique est une forme d'importation directe des superbes méthodes venues d'ailleurs dans le champ public. Sans filtre, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'inspirer de toutes les méthodes venues de partout. Je parle de la nécessité de les adapter. Cette façon de mettre la recherche publique sous appel d'offres de manière de plus en plus importante pose un problème de ce que l'on doit chercher quand on est un chercheur public. Et si l'on veut quelques moyens pour chercher librement, ça devient parfois un peu difficile. C'est tout ce que je voulais rajouter. Ce qui pose la question du bien commun, qui était aussi une motivation. On a parlé du sens, chacun dans ses marges d'autonomie, essayant de trouver un sens, de construire un sens à ce travail. Et dans la fonction publique, il était aussi beaucoup construit autour de l'intérêt général ou le bien commun ou le monde, notre monde commun comme on voudra. Il y a une question là, deux questions. Oui. Alors on va prendre ces deux questions et puis parce que Laurent Berger nous doit quand même un mot de conclusion, je ne vais pas le laisser partir. Oui, bonjour Xavier Baron. Essentiellement compagnon de route observateur des cadres depuis, je crois, 18 ans. Pas tout à fait les 20. Un peu enseignant et un peu chercheur aussi. J'ai une question qui est plus à Laurent Berger que peut-être aux autres intervenants. J'ai entendu reparler de la confrontation et de la pertinence de la représentation syndicale pour traiter du caractère irréconciliable des intérêts entre le capital et le travail. Et il me vient une question. Et cette question, effectivement, les cadres la connaissent et la vivent depuis, je veux dire, depuis qu'ils existent. Est-ce que ce qui est en cause comme mutation qui est encore devant nous, alors ça, c'est moi qui le dis, hein, j'ai jamais été adhérent, la mutation qui est encore devant nous, c'est la différence qu'il y a entre un cadre et un manager, mais aussi un travailleur et un salarié. Et je me demandais s'il ne faudrait pas faire la relation entre la difficulté qu'on a aujourd'hui à abandonner la notion de cadre qui renvoie à celle de salarié, alors qu'on arrive à peu près quand même à parler de la notion de manager qui renvoie au travail,
en saluant au passage toutes les organisations syndicales qui se sont à nouveau préoccupées du travail au-delà de l'emploi, mais ça fait guère que 10 ans. Passez le micro tout de suite derrière, qu'on prend cette deuxième question et après, ça sera les mots de conclusion. Oui, Réponse, bonjour à tous. Donc, Olobikoumi Ankeba, je suis élu chef d'État à Thales Service. Donc, j'ai travaillé avec Jean-Paul et Bernard Jarry-Lacombe sur le livre Manager sans se renier. Donc, ma question, savoir, s'adresse à vous tous, c'est que quelle est la place de l'éthique dans tout ce qu'on vient de dire? C'est qu'en fait, c'est une dimension, bon, on a parlé de manière implicite, mais on ne l'a pas dit explicitement. Est-ce qu'à un moment donné, dans les injonctions contradictoires, souvent la place de l'éthique, parce qu'en fait, on n'est pas toujours des employés zélés, quelle est la place de l'éthique pour chacun de vous? Ça, c'est la première question. Puis la deuxième, c'est plutôt par rapport à ce que disait M. Amar. Parce qu'en fait, on dit toujours que l'éducation nationale, il n'y a pas de ressources humaines dans l'éducation nationale. Je crois comprendre par rapport à ce que vous dites que finalement, ça confirme le fait qu'il n'y a pas de la gestion de ressources humaines dans l'éducation nationale. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que vous voulez prendre la parole? Juste sur la dernière question, si, il y a bien quelques ressources humaines dans l'éducation nationale, et en tout cas, dans son enseignement supérieur, c'est sûr, puisque depuis la loi Pécresse, depuis la loi d'autonomie des universités, on a transféré la gestion des ressources humaines globalement côté université, et qu'elles le font très bien et qu'elles le font de mieux en mieux. Voilà. Ok, je vais passer la parole à Laurent Berger qui est pressé. Je voudrais que Laurence Théry nous dise un mot aussi sur les relations du dialogue social et du management. Parce que les ARAC sont des structures paritaires. Au sein des ARAC, ça peut être une équipe de 20 personnes. Il y a aussi des représentants des salariés. Comment vous le prenez en compte? Et Laurent Berger conclura pour répondre à la question de Xavier Baron sur cette question et sur l'Observatoire des cadres. Je ne sais pas si je vais répondre à la question, mais en tout cas, je vais peut-être en poser une à Laurent. On me passe le micro au dernier moment. Là. Faites. Votre marge d'autonomie est tout à fait... L'articulation entre les espaces de discussion dans les entreprises ouvertes, espaces ouverts à l'initiative de l'encadrement sur les questions du travail. Donc tout le monde s'en félicite. Le réseau Anactaract a beaucoup travaillé aussi là-dessus pour outiller l'encadrement sur la façon d'animer ces espaces de discussion sur le travail. Le dialogue social et la capacité des organisations syndicales et des représentants du personnel à se saisir des questions du dialogue du travail dans les entreprises au plus près des réalités, des réalités du travail. Moi, ce que j'observe dans les entreprises qu'on peut accompagner sur la qualité de vie au travail notamment, c'est qu'il y a une espèce de course de vitesse et aussi qui est liée aussi à une asymétrie qui s'instaure dans les entreprises entre la capacité des managers à ouvrir ces espaces de discussion sur le travail et la capacité des représentants du personnel aussi à aller recueillir le point de vue des salariés sur le travail, à en faire une formalisation collective, une discussion collective, un point de vue collectif, donc ce qui nécessite d'outiller toutes les divergences qu'il y a sur le travail au sein d'une équipe. Et donc, il y a beaucoup de moyens qui sont mis sur l'outillage managérial. Et voilà, il y a potentiellement, quand même, en termes de pratique syndicale, une course de vitesse qui peut être défavorable aux représentants du personnel dans une entreprise, quelle qu'elle soit, dans la mesure où les moyens ne sont pas les mêmes. Hein, les moyens d'action des délégués du personnel, etc., sont quand même limités pour aller rencontrer les salariés, même si ça se fait évidemment. Mais voilà, il y a potentiellement une asymétrie de capacité à connaître les enjeux du travail par ces deux types d'acteurs qui, par ailleurs, coexistent dans l'entreprise, se parlent. Voilà. Sur cette question, un mot sur l'éthique et puis la conclusion. Oui, un mot aussi sur la question des travailleurs. D'abord, la question, ça fait 10 ans, ça fait déjà 10 ans, mine de rien. Donc, ça fait plus de temps que vous avez connu la CFDT se préoccuper du travail que vous ne l'avez pas connu de s'occuper du travail, si 18 ans. Je le dis parce que ce procès-là, il était possible
il y a maintenant de nombreuses années, mais je vous rappelle qu'on a connu choc après choc sur les questions d'emploi, et ce n'est pas satisfaisant, sans doute, mais on a mis du temps à revenir sur les questions du travail parce qu'on était aussi sollicité sur d'autres sujets, mais je peux vous assurer que, y compris cette question du travail est omniprésente aujourd'hui dans les préoccupations de la CFDT. Et vous avez raison sur la question du travailleur. Et d'ailleurs, dans la résolution débattue au Congrès, dont une des co-rapportrices est Marie-Lise Léon, qui est présente dans cette salle, l'autre étant Yvan Ricordeau, on a remis, on parle plus tant de salariés, ou en tout cas que de travailleurs, ce qui va faire l'objet de beaucoup de débats. On a la commission des résolutions la semaine dernière, et en cela, on est d'ailleurs assez fidèle à ce qui se passe au niveau européen, où on a toujours parlé de travailleurs et pas tant de salariés. Donc, cette reconnaissance du travail, y compris dans les propositions que nous avons faites dans le cadre de la loi Pacte, elle est vraiment omniprésente aujourd'hui. Je fais, avant d'aller sur l'éthique, je réponds à Laurence. Vous savez, aujourd'hui, une direction qui veut savoir comment ça se passe, recueillir le fruit de savoir comment ça se passe dans l'entreprise, elle fait un baromètre. Elle a des experts en tout qui peuvent l'aider à bâtir ce baromètre. J'espère pas les ARACT. Ben non, mais parce qu'autrement, ça joue contre l'intérêt du dialogue social de l'entreprise. Et donc, c'est pour ça que les ARACT ne le font pas. Et il fait, et par des clics, qui lui arrive directement le ressenti du travail qui a sa légitimité. Et donc, nous, c'est vrai que tu as raison, c'est une course de vitesse. C'est une course de vitesse, et l'idée pour nous, c'est de sans cesse outiller nos militants, les militants entreprises, sur la capacité à aller chercher l'information, à aller chercher le contenu du travail réel tel qu'il est vécu par les travailleurs. On est en train de le faire aujourd'hui dans les fonctions publiques à partir d'un kit d'animation sur la question du travail qui repart de l'enquête justement Parlons Travail. On l'a fait dans le privé. J'étais hier par exemple avec des salariés de Bouygues Télécom, ce n'est pas l'entreprise la plus facile pour la CFDT évidemment, mais où ils ont fait ce travail-là, et ça leur permet de nourrir les revendications. Mais c'est très difficile parce que je vous assure que les directions ont bien compris qu'elles pouvaient le faire en direct et qu'elles avaient tout un tas d'acteurs qui étaient prêts à les y aider au nom de c'est normal que vous vous préoccupiez du travail et c'est normal qu'ils s'en préoccupent. Et donc, mais vécu par certaines entreprises comme étant une façon de contourner habilement la confrontation des logiques qui doit exister entre quand on représente les intérêts de l'employeur et quand on représente les intérêts des travailleurs. Donc, c'est une vraie question. Et sur la question de l'éthique, pour conclure là-dessus, parmi les propositions que fait la CFDT dans la négociation encadrement qui a démarré, mais avec une appétence à cette négociation de la part du patronat qui est mesurée, et je suis poli aujourd'hui, on a voulu, dans une des propositions, rendre effectif le droit à l'éthique professionnelle. En s'inspirant de quoi? En s'inspirant des travaux que vous avez menés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des conflits d'éthique, en termes d'éthique, qui sont profonds pour des cadres. Et donc, on fait un certain nombre de propositions avec, à partir d'une charte de déontologie ou d'un accord, la possibilité pour un cadre de dire ça heurte mon éthique et je me mets dans une forme de retrait qui peut prendre différentes formes. Voilà, je pense que c'est absolument indispensable. Voir le droit d'alerte, éventuellement? Oui, bien sûr. Il y a la question, enfin en tout cas le retrait, la possibilité de partir comme ça existe dans certaines professions. Je crois que c'est important d'aller là-dessus. Je finirai juste là-dessus pour illustrer à quoi sert l'Observatoire des cadres. Ben voilà, il sert à ça depuis 20 ans. Il sert à nourrir l'ensemble de l'organisation de problématiques, de points de particuliers. On parle des lanceurs d'alerte, on parle de l'éthique, les conflits d'éthique, on parle de manager sans se renier, etc. Et tout ça, on parle de gouvernance d'entreprise. Tout ça, c'est nourri par les travaux de l'Observatoire des cadres depuis 20 ans, avec une forme de, j'aime pas ce terme, mais d'une forme d'avance de phase, je préfère que d'avant-garde, de la part de l'Observatoire des cadres et parfois de la CFDT cadre. Je vous demanderai juste une chose, gardez ça, quelle que soit la forme, ce n'est pas mon problème, je ne suis pas dans les structures, mais gardez ça, gardez cette capacité à faire
ce que la CFDT Cadre et l'Observatoire des cadres fait maintenant depuis des décennies pour la CFDT Cadre et depuis 20 ans pour l'Observatoire des cadres, parce que vous faites œuvre utile et pour la CFDT, évidemment, mais plus que cela, je pense, pour le monde du travail. Merci. Merci beaucoup à tous les intervenants. Merci beaucoup Laurent Berger pour ces mots de conclusion. Longue vie donc à l'Observatoire des cadres. Et il y a un cocktail qui nous attend donc maintenant pour continuer à débattre. Merci à vous tous d'avoir été présents.